Dès les années 2000, une vague déferlante d'images de naufragés s'impose aux yeux du monde. La mer charrie des corps sans vie, des hommes sans nom, dans un silence assourdissant. On les appelle les migrants. Des drames humanitaires s'enchaînent au profit d'un seul et même scénario, l'abandon des personnes. Mais qui est l'étranger ? Cette question laissée sans réponse engage les artistes dans leur époque à s'en saisir pour nous interpeller. En 2015, c'est l'image de trop qui indigne et bouleverse. Symbole de tous les autres disparus, ce petit enfant syrien porte un nom, Alan Kurdi. Miroir des conflits qui déchirent certaines régions du monde, le désespoir de ces hommes fuyant malheur et pauvreté se répand comme une tache indélébile. Comme une ombre au tableau, le plus grand bidonville d'Europe se déploie à Calais, un camp de réfugiés surnommé la jungle. C'est sur ce terrain que le plus mystérieux des artistes décide d'œuvrer en leur nom. Le thème de la migration, de l'exode forcé, traverse l'histoire des hommes. Il pose sans cesse la question de la libre circulation des personnes et des idées et bouscule les consciences. Deux siècles séparent Banksy de Jéricho. 2 siècles séparent les 2 radeaux de la Méduse. 2 siècles rapprochent 2 artistes dans leur engagement. Considéré comme le maître incontesté du street art, Banksy est un artiste engagé, célèbre pour ses actions subversives et poétiques. En décembre 2015, Banksy est intervenu à plusieurs reprises dans ce camp de réfugiés qui commence à questionner les pouvoirs publics et les 2 pays que sont la France et l'Angleterre de l'autre côté sur leur traitement humain. Une des œuvres qu'il a réalisées à ce moment-là à Calais, qui est majeure puisqu'elle relie aussi son travail à l'histoire de l'art, c'est un pochoir du radeau de la Méduse de Jéricho. Cette œuvre est exposée au Louvre et il la remet là dans son contexte calaisien, dans la rue, là où passent les migrants. Né en 1791 à Rouen, Théodore Géricault est l'incarnation du peintre romantique français. En chef de file de ce mouvement, sensible et passionné, il défend un engagement politique progressiste. Il a 27 ans quand il décide de représenter le naufrage de la Méduse. Le 17 juin 1816, la frégate de la Marine royale fait route vers le Sénégal pour récupérer ses colonies auprès des Anglais. Son capitaine, le vicomte de Chaumaret, laisse échouer le navire sur un banc de sable, pourtant signalé sur les cartes maritimes. Dépassé par son inconséquence, il décide d'évacuer et réserve les canaux de sauvetage peu nombreux aux officiers. Un radeau de 20 mètres de long est construit à la va-vite pour plus de 150 passagers afin d'être remorqué. En pleine nuit, l'ordre est donné de couper discrètement les cordages et d'abandonner le radeau. C'est l'affolement.
la colère, la détresse. En quelques jours à peine, plus de la moitié des naufragés périt. Après 13 jours de dérive, de famine et de meurtre, le radeau est finalement retrouvé par le navire l'Argus. Seuls 10 hommes seront sauvés. Géricault choisit de représenter le désespoir qui précéda le sauvetage des naufragés, en plaçant le bateau l'Argus si loin qu'il ne peut les apercevoir. Il donne une vision dramatique de l'existence humaine abandonnée à elle-même. Dans sa première épreuve, le peintre avait approché le bateau du radeau, ne laissant ainsi aucun doute sur l'issue favorable de l'histoire. Mais peut-on parler d'un sauvetage avec seulement 10 rescapés? Sur le pochoir de Banksy, le message est sans ambiguïté. À la place du navire l'Argus figure un car ferry semblable à ceux qui effectuent les liaisons entre Calais et Douvres et qui refusent la traversée aux migrants. Il dit « Nous ne sommes pas tous dans le même bateau ». Ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point autant Géricault que Banksy sont des hommes de préparation. Rien n'est laissé au hasard. C'est fascinant de voir à quel point Géricault a travaillé dans les détails de son chef-d'œuvre. On estime à 2 ans le travail qu'il a fourni pour préparer sa peinture monumentale. Géricault mène un gigantesque travail d'investigation. Il interroge les rescapés qu'il prend pour modèle, étudie les cadavres dans les morgues, emprunte des membres humains à l'hôpital Beaujon pour les dessiner dans son atelier. Géricault raconte la vraie histoire avec une vision de l'art qui dépasse son sujet. Une œuvre à la frontière du visible et de l'invisible, où l'expression chevauche l'impression. On est face à 2 artistes engagés avec Géricault et Banksy, à 2 siècles de différence. Mais l'un et l'autre s'inscrivent dans une actualité. Les 2 ont décidé d'utiliser l'image pour frapper encore plus fort. C'est là la force de l'artistique qui peut relayer des messages et les pousser encore plus loin qu'un débat qui existe déjà. Banksy réalise une série d'œuvres pour alerter les esprits sur la crise migratoire en Europe. En décembre 2015, il pose ses bombes à Calais. Il réalise 3 pochoirs et un graffiti dans des endroits très choisis. Une près de la maison de l'immigration, puis une quasiment à l'entrée de ce camp de réfugiés, qui est Steve Jobs, fondateur d'Apple, avec son premier Macintosh qu'il avait inventé à la main et qui lui-même devient un migrant parmi les autres. N'oublions pas que Steve Jobs lui-même est un réfugié syrien, arrivé aux États-Unis avec la réussite qu'on lui connaît en ayant fondé Apple. Et puis une sous un pont, avec juste un graffiti. Peut-être que tout ceci se résoudra tout seul. 3 petits points. Une autre œuvre avec ce rapport qui est un thème récurrent chez Banksy, du regard enfantin. Les pochoirs de Banksy font sortir de l'ombre les milliers de migrants anonymes. Quelques semaines après Calais, Banksy crée à nouveau l'événement. À Londres, sur un mur en face de l'ambassade de France,
Il représente une petite fille en pleurs devant le drapeau français. C'est la petite Cosette du célèbre roman de Victor Hugo, Les Misérables, devenue un symbole de l'enfance maltraitée par les adultes et de la pauvreté. Cette Cosette qui fait écho à son travail parce qu'il utilise beaucoup la figure de l'enfant pour véhiculer des messages très durs, il a trouvé une sorte de filiation entre ses propres personnages, son iconographie et puis celle de Cosette telle qu'on la connaît tous. L'idée, c'était vraiment de prendre les symboles, les piliers de la culture française et d'enfoncer le clou. Sur le QR code, les gens qu'on a pu voir tout de suite scannés, un peu interpellés par cette mystérieuse Cosette, ça donnait accès à une vidéo d'une association humanitaire qui justement dénonce le traitement des migrants. C'est dans son travail une des premières œuvres interactives et qui justement donne encore plus d'écho à ce qu'il a pu vouloir dire. Ici, l'ombre. La mobilité dans les maquis. C'est un élément essentiel de la lutte. L'augmentation des effectifs armés. Plus que jamais souhaitable, afin de pouvoir en aucun cas diminuer votre mobilité. Le 26 janvier au matin, l'œuvre de Banksy est recouverte, 2 jours à peine après sa révélation. Il faut stopper vite l'hémorragie médiatique qu'elle provoque. Le radeau de la Méduse de Jéricho mesure plus de 7 mètres de long par 4,91 m de hauteur. Le pastiche de Banksy est d'environ 1 mètre par 1 mètre. L'action est organisée en 2 pyramides distinctes, servant à prédire 2 scénarios. Le massacre ou le sauvetage. À gauche, le père retient le corps sans vie du fils. Perdu dans son chagrin, il semble imperméable au reste du radeau. Tapi dans l'ombre, un autre, le visage pétrifié, enfouit vainement sa tête entre ses mains. Au centre, Alexandre Coréard, l'ingénieur de la Méduse, pointe du doigt l'espoir à Henri Savigny, chirurgien ne pouvant plus sauver personne. Tel le fléau de la justice, ces 2 témoins rescapés font éclater à leur retour le scandale du naufrage de la Méduse. À droite, les hommes en cordon serré s'agrippent à l'espoir d'être sauvés, portés par le bras du métis en guide universel. Quand en 1819, le radeau de la Méduse est exposé au Grand Salon du Louvre, la foule sous le choc reste devant le tableau pendant des jours. Ces salons étaient effectivement le grand moment artistique de l'année. Le scandale du radeau de la Méduse avait fait couler beaucoup d'encre, mais l'œuvre elle-même avait interpellé le roi Louis XVIII à l'époque. Louis XVIII, après avoir visité le salon, dit à Jéricho : « Monsieur, vous venez de faire un naufrage qui n'en est pas un pour vous. » Critique à peine voilée du régime de la Restauration, le radeau de la Méduse est un manifeste pour la fraternité des hommes et contre l'esclavagisme encore pratiqué à l'époque. Alors qu'un seul homme noir était présent sur le navire la Méduse, Jéricho décide d'en représenter 4 sur le radeau. La figure de l'homme noir est un axe clé de l'œuvre de Jéricho, symbole de son engagement anticolonialiste.
comme en témoignent ses liens avec les milieux abolitionnistes, dont Guillaume Guillon-Lethière, fils naturel d'une esclave affranchie, engagé dans la lutte pour l'indépendance d'Haïti. Géricault invite son ami, le peintre Eugène Delacroix, à bord du radeau, l'associant à son engagement. Celui-ci, en digne héritier, représente 11 ans plus tard la Marianne et les symboles de la République française, liberté, égalité, fraternité. Géricault choisit Joseph, le modèle haïtien à la mode, pour incarner le héros principal du radeau, et le place au sommet de la pyramide des naufragés. En 2020, George Floyd, un homme noir américain, meurt étouffé par un policier filmé devant le monde entier. Banksy dit « C'est un problème de blancs, et si les blancs ne le règlent pas, quelqu'un devra monter et enfoncer la porte. » Présumé né en 1974 à Bristol, Banksy est le pseudonyme d'un artiste qui fait de l'anonymat sa signature universelle. Émergeant du milieu underground des années 90, il s'exprime sur les murs en toute illégalité. Banksy pratique l'art du pochoir pour faire passer ses messages qu'il manipule comme des slogans. Il renoue ainsi avec une démarche artistique française née des collectifs étudiants de mai 68. Il dit « 50 ans depuis le soulèvement de Paris en 1968, le berceau de l'art moderne du pochoir. Après Calais et Londres, Banksy poursuit son action commando en soutien des migrants et pose ses bombes à Paris. Il revendique une nouvelle série d'œuvres dans des lieux stratégiques de la ville. Le 20 juin 2018, on découvre le pochoir d'une fillette dormant dans la rue,
sur un mur près du centre d'accueil des migrants qui vient d'être démantelé. C'est la journée mondiale des réfugiés. Plus de 25 millions de personnes, dont la moitié a moins de 18 ans. Banksy rappelle l'insurrection de mai 68 comme numéro d'appel pour le sauvetage des naufragés en détresse. Pièce maîtresse de son action à Paris, Banksy revendique un monumental pochoir d'après un monument de la peinture classique, signé Jacques-Louis David. Ce célèbre portrait de propagande représente un Napoléon victorieux franchissant les Alpes lors de la campagne d'Italie. Banksy intervient pile au moment où le navire de l'association humanitaire SOS Méditerranée vient de sauver 630 migrants. Où l'Italie ferme ses portes. Où Paris et Rome sont engagés dans un bras de fer. Où l'Union européenne improvise un mini-sommet. En détournant le portrait de Bonaparte, c'est la représentation du pouvoir qui occupe Banksy. Ici, la cape de l'empereur le recouvre entièrement, symbole d'une politique aveuglée qui ne peut plus montrer le chemin. Il s'inscrit dans la tradition française en détournant ses propres modèles. De David à Géricault, de Géricault à Banksy, comme un écho qui gronde. Le pastiche dans l'œuvre de Banksy a une place importante. C'est quelqu'un avec son humour et son sens satirique. Il adore faire référence à l'histoire de l'art. Et ça fait partie de la marque de fabrique de Banksy. Comment la voix contemporaine doit s'insérer dans l'histoire. En 2020, l'Europe fait la sourde oreille aux appels de détresse des migrants en recrudescence en Méditerranée. En août, 2 ans à peine après Paris, Banksy passe de l'alerte à l'action directe. Il achète en secret un bateau rapide des douanes françaises qui prend de vitesse les gardes-côtes et sauve les naufragés en toute illégalité. Le navire est baptisé Louise Michel, en hommage à la militante anarchiste et féministe. En 1871, cette institutrice engagée devient une grande figure révolutionnaire lors de l'insurrection de la Commune de Paris. Louise noue un vieux jupon noir au bout d'un balai en guise de drapeau qui deviendra le symbole de la rébellion contre l'autorité et pour la liberté individuelle. Un symbole repris en mai 68. Symbole d'un futur à construire, son œuvre de 31 mètres de long fend la Méditerranée pour sauver des vies.